on a un petit peu changé du fait de la défection de M. Riquet aussi, de changer un petit peu les choses. J'ai pas résisté au plaisir de bien sûr vous montrer ces vues assez inhabituelles des peintres du XIXe siècle de ma ville, de Marseille. Mais aussi vous parler d'une opération qui a été le pilier de la chirurgie du thorax, du cancer du thorax, il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Et on vient de parler de chimiothérapie, de traitement combiné. C'est parti dans les années 90 comme étant l'alpha et l'oméga de l'oncologie thoracique. On a assez vite déchanté du fait de l'efficacité assez modeste de ces traitements, et la véritable révolution des traitements systémiques, ça a été bien sûr les thérapies ciblées, voie ouverte par une connaissance génotypique et phénotypique de la maladie. Ça, c'est l'Hôtel Dieu, c'est l'hôpital le plus ancien de Marseille. C'est là qu'on y a traité la peste en 1720. C'est maintenant un hôtel dont le prix de la chambre vaut le salaire d'un PUPH de première classe. Alors, quelle est la place actuellement de la pneumonectomie? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré quelques données françaises. Vous voyez que le pourcentage de résection, si on prend une période de 10 ans, sur les la dernière décennie, c'est seulement 12% des résections. Et sur les 2 dernières années, c'est moins de 8% des résections. Et c'est un phénomène général qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit en Europe, qu'on voit partout. Le pourcentage de pneumonectomie maintenant est inférieur à 10%. Et vous voyez que la mortalité bien, finalement a chuté. La mortalité était largement, la vraie mortalité, c'est-à-dire celle de la vie courante, était largement au-dessus de 10% il n'y a pas tellement longtemps. Elle est maintenant en dessous de 10 ou en dessous de 8%. Dans la période moderne. Alors, on s'était effectivement intéressé il y a assez longtemps maintenant, il y a 10 ans, à ce contexte d'une maladie, enfin d'une opération dont on dit qu'elle est une maladie. La pneumonectomie est une maladie, la pneumonectomie droite, disait-on, est une maladie encore plus grave. Donc l'association de cette maladie, la pneumonectomie, avec ces médicaments qui font tomber les cheveux, les ongles, et qui ont un effet toxique, systémique. Voilà. Et la conclusion, c'était que finalement, il y avait une balance risque-bénéfice qui était quand même très incertaine, avec un risque opératoire augmenté. Ce risque opératoire, si on s'en réfère aux données dures, celles que les méthodologistes considèrent comme solides, les études randomisées, eh bien, vous voyez que de façon constante, dans tous les essais randomisés, le bras qui a un traitement d'induction a une mortalité élevée. Et je regardais la première ligne, l'essai de l'intergroupe, mortalité de la pneumonectomie après traitement d'induction, 25,9%. C'est un peu comme si on proposait aux malades un revolver avec un barillet à 4 coups, avec dedans une balle, en lui disant « Monsieur, on va vous opérer ». Je crois que c'est un risque qui n'est pas acceptable dans le monde de la chirurgie moderne. Et pourtant, vous voyez que ce risque, il est de façon constante quand on le compare au bras. Il n'y a pas eu de traitement d'induction, il est constamment augmenté. Que ce soit aux États-Unis, où la différence est flagrante, en Europe aussi, même si, vous voyez, le différentiel est différent, comme s'il y avait une prise en charge différente, des chirurgiens différents et probablement des malades différents, mais aussi des traitements différents, on va le voir. Parce qu'effectivement, il y a une grande différence entre chimiothérapie d'induction et radiochimiothérapie concomitante d'induction. C'est la radiochimiothérapie concomitante d'induction est très prisée aux États-Unis en cancer du poumon. Maintenant, on a des données assez solides pour démontrer que non seulement c'est pas mieux en termes de survie, ça n'augmente pas les chances de survie, par contre ça majeure le risque post-opératoire. Autre chose, je ne sais pas si vous avez vécu dans d'autres domaines de la chirurgie la même interrogation, mais il n'y a pas tellement longtemps, on a constaté, il y a une petite dizaine d'années, on a constaté que la mortalité intra-hospitalière, la mortalité à 30 jours, finalement, c'était un petit peu l'arbre qui cachait une forêt qui s'étendait jusqu'à 90 jours, avec des décès qui pouvaient aller jusqu'à 2 fois le risque considéré comme mortalité opératoire. Et ça, pour nous, ça a été un peu la gifle dans la figure qu'on a reçue en regardant la pneumonectomie, parce que quand on arrivait à tirer des malades avec une
mortalité de 10%. On s'apercevait que quand on regardait la même cohorte à 90 jours, les résultats étaient moindres. Et finalement, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on fait, comme dans cet essai, dans ce travail, on regarde, vous voyez, le chiffre de 125 000 résections, donc ce sont des databases solides, ben on retrouve ce fait de façon constante. La mortalité à 90 jours, elle est doublée au cas de pneumonectomie. Revue de la littérature qui montre qu'elle est doublée, en particulier dans la pneumonectomie droite, puisque pour des raisons qui ne sont pas toutes élucidées d'ailleurs, la pneumonectomie droite et la pneumonectomie gauche, ce sont deux opérations différentes. Pas tellement pour le chirurgien, mais surtout pour le patient, vous voyez, avec le risque opératoire qui est prohibitif. On peut dire ça, prohibitif après pneumonectomie droite. Intéressant, le Sloan Memorial Kettering, c'est eux qui avaient tiré la sirène d'alarme en 2001 en disant la pneumonectomie droite après traitement d'induction peut être associée à une mortalité très importante, vous voyez, 23,24%, on va dire, là, dans le cas du premier travail. Bon, bien sûr, quand on publie ces résultats, on se remet en question, ses traitements, sa stratégie, la sélection des malades, ses méthodes chirurgicales, enfin, on met tout en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont publié leur expérience 10 ans plus tard, en montrant que, vous voyez, dans la pneumonectomie droite, eh bien, on était passé de 24% à 3% de mortalité, ce qui montre quand même qu'on apprend de nos échecs, et c'est d'ailleurs probablement la valeur la plus importante de l'expérience. Alors, en France, Epitor, on a fait un travail qu'on a rapporté puis publié très récemment. On voulait savoir quel était le risque de la pneumonectomie en période contemporaine. On a fait une étude multivariée, comme c'est bien sûr requis dans ces cas-là. Et sur un collectif de 5000 et quelques patients, on a eu un résultat qui nous a surpris, c'est qu'on mettait en évidence un rôle protecteur de la chimiothérapie d'induction. Protecteur. Alors on s'est dit non, mais ça ne peut pas le faire. Donc on va aller voir le méthodologiste et on va faire le score propension, c'est-à-dire qu'on va apparier, on va calculer pour chaque patient la probabilité qu'il reçoive un traitement d'induction. On obtient à ce moment-là ce que les méthodologistes considèrent comme étant le niveau de preuve juste avant l'étude randomisée. Et là, on a refait mouliner les données et on a retrouvé de façon tout à fait étonnante alors des facteurs délétères que le bon sens retrouve, hein, le sujet de plus de 65 ans, le sujet maigre, DASA supérieur à 3, le côté droit de la pneumonectomie, quand on fait en plus une pneumonectomie élargie, mais par contre deux facteurs protecteurs, le surpoids, et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi pour tout le type d'intervention chirurgicale thoracique, le surpoids est protecteur. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'obésité, c'est quelque chose qui est retrouvé dans beaucoup de domaines. Et puis la chimiothérapie d'induction. Alors, même sans être féru de statistiques, vous voyez que l'odd ratio et l'intervalle de confiance à 95% montrent qu'il s'agit d'un facteur protecteur très robuste, très puissant. Alors, comment on peut l'expliquer, sachant que on sait de quoi ces malades meurent, ils meurent de fistules bronchiques. Quand la suture tient, ils peuvent quand même faire des détresses respiratoires. Il y a des tas de raisons pour ça. On sait que la chimiothérapie peut provoquer une atteinte pulmonaire du parenchyme, du tissu interstitiel pulmonaire. Elle peut aussi être associée à une anémie qui va induire des transfusions sanguines qui elles-mêmes vont avoir une action toxique sur la perméabilité endothéliale et favoriser la détresse respiratoire. Il peut y avoir des infections, enfin il y a toutes les raisons pour que ça marche. Et ça, on le retrouve à peu près dans toutes les données de la littérature, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, la radiochimiothérapie, c'est un facteur qui favorise des événements respiratoires post-opératoires. L'anémie, les transfusions sanguines, c'est un facteur très puissant. Ça, c'est un travail que j'avais fait à propos de notre collectif uniquement marseillais. Et on trouvait, vous voyez, un hazard ratio à 19, qui est considérable chez les malades qui étaient transfusés par rapport aux malades non transfusés. Et il semblait aussi que la qualité des transfusions impactait notamment tout ce qui était, tout ce qui contenait, enfin le plasma en particulier était un facteur de risque particulier pour ça. Immunosuppression, on voit des pneumopathies qu'on ne voyait pas avant le moment de la chimiothérapie. Avec mon collègue réanimateur Laurent Papazian, on était jeunes et
motivé, on a fait des autopsies à tous les malades qui décédaient en post-opératoire, ce qui est quasiment impossible dans le système hospitalier actuel, en particulier à Marseille. On a trouvé une incidence de 20% de chloropathie à CMV. Quand ça a été rapporté la première fois, on nous a dit que ce n'était pas possible, et puis finalement, les gens ont fini par retrouver les mêmes données. Donc des pneumopathies à des agents inhabituels. Le remplissage vasculaire, bon, ça c'est un petit peu altruisme aussi, c'est connu, mais d'un autre côté, on ne remplit pas les malades par plaisir. Il y a souvent des raisons qui font qu'ils sont remplis, transfusés. Mais globalement, c'est vrai que la politique transfusionnelle, la politique de remplissage influe sur les suites post-opératoires. De façon beaucoup plus spécifique, la stratégie de ventilation unipulmonaire pendant l'abdominectomie, en utilisant des volumes courants bas, une pipe à peine physiologique, là, induit moins d'inflammation et induit moins de ces syndromes de détresse respiratoire post-opératoire. Autre chose, ne pas drainer, ou drainer le moins longtemps possible, et quand on draine avec un système qui permet de maintenir le médiastat en place, c'est ce que les anciens appelaient le système des 3 bocaux et qui est repris par des systèmes jetables, qui équilibre sans arrêt les pressions de façon à éviter l'hyperinflation du poumon restant. Ça, c'est démontré à la fois en études cliniques et en études animales comme étant favorisant un problème post-opératoire. Puis les complications, on les connaît, il faut les prévenir, il faut renforcer la suture bronchique par des lambeaux musculaires, des lambeaux péricardiques, des lambeaux diaphragmatiques, enfin un peu tout ce qui est disponible au moment de la chirurgie, et ça marche, même si les données de la littérature ne montrent pas des choses extraordinaires, mais parce que souvent on couvre que ceux dans les situations à risque et qu'on ne couvre pas les malades pour qui la chirurgie est standard. La survie à long terme, dans les années 90, on nous a dit que la chimiothérapie préopératoire est un standard, avec un gain de 5% à 5 ans. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux statistiques, je vous ramène, comme le dirait M. Massard, à la notion de R sous la courbe, et vous voyez quel est le bénéfice attendu d'une chimiothérapie. Mais après, on nous a dit que la chimiothérapie adjuvante était aussi un standard, avec exactement le même bénéfice de 5% à 5 ans. La revue systématique et méta-analytique des données de la littérature montre que finalement, quand on est devant un patient nouveau qui est résécable, est-ce qu'il faut faire une chimiothérapie préopératoire ou une chimiothérapie post-opératoire? Eh bien, c'est un peu comme vous voulez, ce qui devrait simplifier les discussions en RCP, puisque vous voyez que la survie attendue est 40,1% dans un cas, 39,3% dans l'autre cas. Donc voilà. Chimiothérapie d'induction versus chimioradiothérapie, vous voyez, c'est pareil en termes de survie à long terme, que ce soit sur les études rétrospectives ou les études randomisées. Les grands essais qui ont marqué, les ORTC, il s'agissait vraiment de maladies dont l'extirpabilité était vraiment en question au moment du diagnostic. On n'était pas sûr de pouvoir faire une chirurgie complète. La chimiothérapie, cet essai montre que la chimiothérapie ne permet pas de rendre une maladie non résécable, la rendre résécable après chimiothérapie. Donc ça, c'était une première illusion du monde de l'oncologie thoracique qui s'envolait. Deuxième essai, est-ce que la radiochimiothérapie fait mieux que la chimiothérapie, mais cette fois-ci pour des malades qui étaient résécables? Eh bien, la réponse, c'est les normandes, c'est peut-être banque oui, peut-être banque non. C'est-à-dire que si vous faites une pneumonectomie après, non. C'est pareil qu'un traitement médical exclusif. Si le malade peut avoir une lobectomie curage, il semble qu'il y ait un bénéfice, mais ce sont des données extrapolées et non pas des données directes, bien entendu. Voilà, donc les résultats pour les deux groupes de patients. Dans la lobectomie, quand on peut enlever la maladie au prix d'une lobectomie curage, c'est mieux qu'un traitement médical exclusif. Dans l'autre diagramme du côté droit, vous voyez quand même que le pourcentage de survie, je vous rappelle qu'on est dans le cancer du poumon, n'est pas négligeable et justifie d'opérer des gens, y compris quand ils sont M2 persistants, après le traitement. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec toutes ces datas, finalement, qu'est-ce qu'on en pense dans la vie réelle? On s'aperçoit que plus on travaille dans un centre académique, plus on travaille dans un centre qui a un haut volume de recrutement, et puis plus on est proche des années actuelles, c'est-à-dire la période plus on est maintenant, quoi, et bien plus on va opérer les gens. Et que la croyance dans le traitement médical exclusif pour le moment des formes résécables est quelque chose qui est en train d'abandonner la communauté oncologique thoracique.
Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a aussi des enquêtes qui sont faites régulièrement, qui proposent un certain nombre de scénarios à des gens qui peuvent être soit des chirurgiens, soit des médecins, et on voit un petit peu comment ils réagissent. Ce qui est intéressant de voir ici, il s'agit de membres qui sont essentiellement des oncologues médicaux. Mais vous voyez quand même qu'une très large proportion des oncologues médicaux sont en faveur de la chirurgie, y compris dans des situations pour lesquelles il faut, nous, chirurgiens, nous pousser à intervenir, ce qui est quand même assez troublant et, on va dire, en désaccord avec les discours qu'on entend parfois dans les congrès. Et puis les chirurgiens dans tout ça, alors bon, voilà, ça c'est ce qui est reproché à la chimiothérapie, donc c'est les problèmes de toxicité, etc. Les chirurgiens dans tout ça, finalement, on a un constat un petit peu inverse, c'est que les chirurgiens, à force de leur dire qu'ils étaient criminels à opérer les N2, criminels à ne pas les opérer après chimiothérapie, il y a un grand état de confusion, et vous voyez que quand vous proposez un certain nombre de scénarios, finalement les décisions s'éparpillent un petit peu. Il y a jusqu'à 30% des gens qui considèrent, ou près de 30% des gens qui considèrent que finalement peut-être qu'il n'y a pas de place du tout à la chirurgie dans le traitement de ce qui est assez préoccupant. Alors, on en a un petit peu parlé, c'est ce qu'il faut opérer quand uniquement on arrive à contrôler la maladie par une chimiothérapie et faire une complète réduction. Alors ça, c'est une évidence qui s'appelle, ce que mon ami Gilbert Massard appelle la meilleure sélection des gagnants, c'est-à-dire que effectivement, si le malade répond, si en plus il n'y a plus de ganglions, qu'il est en parfaite forme, vous allez hyper sélectionner et vous aurez bien sûr de meilleurs résultats que le malade qui continue de progresser sous chimiothérapie. Est-ce que pour autant ça va vous aider à traiter un nouveau malade qui se présente à la consultation? Pas forcément, parce qu'on n'a pas les moyens de deviner ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut réséquer le N2 persistant? C'était une question de Massal tout à l'heure. On n'a pas de données de très fortes valeur méthodologique, mais quand même, il semble que oui, puisque vous voyez que même en cas de N2 persistant, c'est mieux qu'en cas de non-traitement chirurgical. Bien sûr, il faut faire un vrai curage, le curage dont vous connaissez tous, que ce curage, il est nécessaire chez ces malades-là. C'est sûr que si on opère un malade N2 et qu'on ne lui fait pas de curage ganglionnaire, ça n'a pas de sens, mais autant quand vous regardez les données de certains essais, vous voyez que malheureusement, il y a un peu traité comme ça. Alors en conclusion, c'est vrai que la pneumonectomie maintenant est réalisée rarement, de plus en plus rarement, et encore plus rarement après une chimiothérapie d'induction. La chimiothérapie d'induction, maintenant, avec tout ce qu'on a appris, en particulier la communauté médicale et chirurgicale a appris de ces risques, et bien maintenant, la chimiothérapie d'induction n'augmente pas le risque opératoire grâce à la diffusion, à l'information et à la diffusion de ces méthodes préventives des complications post-opératoires. Rajouter de la radiothérapie dans l'état actuel des choses n'a strictement aucun intérêt. On va refaire un pas en arrière en termes de mortalité post-opératoire sans gagner en termes de survie à long terme. Et enfin, dans les stades relativement précoces, c'est-à-dire les malades résécables, pour l'instant, il n'y a aucune donnée réelle sur le bénéfice des chimiothérapies avant versus après. On sait que la chimiothérapie périopératoire augmente les chances de guérison d'un pourcentage relativement faible, de l'ordre de 5%. Que vous la fassiez avant ou que vous la fassiez après, il peut y avoir des avantages et des inconvénients aux deux stratégies, mais il n'y en a pas une qui se dégage l'une de l'autre. En gros, le risque opératoire maintenant est de l'ordre de 12% à 90 jours. Le risque la probabilité de survie de l'ordre de 35% à 5 ans dans l'état actuel des choses, ce qui en matière de cancer du poumon est plutôt satisfaisant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Tout à l'heure. Un petit peu de temps pour une question. Là encore, je voudrais vous féliciter pour l'excellente revue que vous avez faite et qui est tout à fait à jour. Je voudrais peut-être vous apporter une lueur d'espoir qui risque peut-être de freiner la diminution des pneumonectomies. C'est les énormes progrès qui ont été faits grâce à l'ECMO
non seulement pour faire une exérèse, mais surtout pour traiter les complications respiratoires, alors que la ventilation est absolument catastrophique chez un malade pneumoniestomisé. Alors peut-être que la mortalité risquant de diminuer, vous aurez peut-être des indications plus importantes. Oui, c'est vrai que l'ECMO a changé beaucoup la phase de la chirurgie thoracique non cardiaque. C'est vrai que les chirurgiens cardiaques connaissaient l'ECMO depuis longtemps, mais pour le chirurgien thoracique, c'est une introduction assez récente et par le biais de la transplantation pulmonaire, que vous connaissez bien. C'est vrai que maintenant on l'utilise très fréquemment pour traiter des détresses respiratoires post-opératoires. Cela dit, l'expérience de l'ECMO après pneumonectomie, peut-être Stéphane qui peut vous en dire un mot, mais l'équipe strasbourgeoise a une certaine expérience, c'est quand même pas la révolution. C'est pas la révolution, effectivement. De mémoire, parce que je me souviens plus exactement des résultats, mais je crois que c'est parti. Après, c'est vers à moitié vide ou à moitié plein, parce que de toute façon, c'est des malades qui seraient amenés à décéder, mais je crois que c'est 50% de mortalité. Ce qui rejoint la mortalité du SDRA de manière générale. S'il n'y a plus de questions, de commentaires, moi je voudrais à titre personnel remercier l'Académie de nous avoir accueillis ici. C'est toujours un plaisir d'échanger, d'avoir un auditoire avec le monde chirurgical. C'est vrai qu'on est de plus en plus dans des partenariats médico-chirurgicaux, c'est politiquement correct, mais des fois ça repose d'être avec des chirurgiens. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci beaucoup.